Boris Bocarne, je suis très heureux de vous rencontrer, même si c'est virtuellement, dans le contexte de l'exposition qui est consacrée à votre papa, Julos Bocarne, qui Merci. lui est consacrée à Louvain-la-Neuve au Forum des Halles. Alors, ma première question, en fait, portera plus sur vous, Boris Bocarne, pour commencer, Oui, parce que on vous connaît par votre patronyme Bocarne, mais j'aimerais que vous nous oui. disiez quelques mots sur votre travail de plasticien, parce que comme votre frère Christophe, vous êtes aussi un artiste. Christophe, lui, est directeur de la photo, un très grand directeur de la photo dans le cinéma européen, et vous, vous êtes un plasticien qui se fait parfois un peu rare. Oui, en effet. En effet. Probablement, les choses se sont mises comme ça. Je ne sais pas. Il doit y avoir un choix aussi. Euh, J'avais commencé une carrière assez tôt, malgré tout. J'avais fait ma première exposition à 23 ans dans un circuit très international. Et ensuite, après quelques années de cette pratique, on va dire de ce monde, j'ai pris quelques distances et je travaille un peu dans mon coin, on va dire. Je fais assez rarement des expositions, mais je travaille comme ça, un peu, on va dire, dans l'ombre pour l'instant, et je monte de temps en temps, mais je suis très heureux dans ce cheminement. Je n'ai du coup pas d'entrave par rapport aux questions du monde de l'art, etc. Donc, je suis très tranquille. Oui. Est-ce qu'il y a chez vous une part singulière dans votre œuvre qui est issue de votre père, Julos, et aussi de votre mère et de vos grands-parents? Votre mère, on le sait, a été sauvagement assassinée quand vous aviez 5 ans, et vos grands-parents étaient pour l'un des artistes, un artiste, l'architecte Brinfo, et pour l'autre une militante. Est-ce qu'on retrouve ces dimensions-là, celle de Julos, celle des grands-parents que vous avez eus, dans votre travail? Oui, certainement. Certainement. Tout a son importance, tout a son influence et on ne vient jamais de nulle part, hein. Contrairement à mon père qui, étonnamment, a, a commencé une carrière dans la chanson, dans les lettres, venant vraiment d'un milieu très rural. Et c'est là où je trouve ça assez génial, c'est qu'il y a une sorte d'épanouissement spontané chez Julos qui intervient à la jeunesse très tôt et qui vient vraiment de choses, d'un milieu dont on ne l'attendrait pas vraiment. Dans mon cas, oui, évidemment, je bénéficie de, 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 de l'éducation de Julos, qui m'a énormément appris sur pas mal de choses, et sur l'art, bien sûr. Il avait un intérêt considérable pour les arts plastiques, même s'il n'a jamais vraiment dessiné. Euh, Concernant mes grands-parents, oui, c'est aussi très important pour moi. D'autant que je suis moi-même aujourd'hui légataire testamentaire de mon grand-père Maxime Rinfou. Donc, Maxime Rinfou, son œuvre architecturale a une très grande importance pour moi. Et je travaille un peu dessus aussi actuellement, comme je travaille sur Julos au travers de la fondation Julos. Et donc, oui, tout ça est tellement important. J'ai on va dire, je ne vais pas utiliser un terme anglophone, mais j'ai envie de dire, j'ai un background, un fond qui est très riche, presque trop riche, on va dire. C'est toujours bien de venir d'espaces peut-être plus moins habités, on va dire. On doit tailler sa part du gâteau, hein. Dans ces cas-là, on doit être assez fort pour s'affirmer en tant qu'artiste. Oui. Et donc, mais c'est ce qu'on fait, ce que je fais tranquillement, avec beaucoup de plaisir, dans un domaine qui m'est propre dans le cas présent. Oui.
Alors, ce que j'ai vu de votre œuvre, que je ne connais pas suffisamment pour en parler vraiment de manière circonstanciée, mais j'ai cru y remarquer qu'il y avait une part dans l'œuvre dessinée, notamment, et dans Oui, l'œuvre gravée, notamment chez Bruno Robb, qu'il y a oui. une partie inspirée par la graphie, donc par le texte d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a là une filiation avec Julos, avec l'homme d'écriture, l'homme de lettres? Oui, peut-être un peu. Euh, Peut-être un peu, certainement. Je suis sensible au texte, hein. J'écris sur le côté, j'écris pas mal de choses. Je suis armé de trois anciennes machines à écrire que j'utilise régulièrement, enfin quasi quotidiennement. Ça fait vraiment partie de ma vie personnelle. Je compose un texte aussi pour l'instant sur la gastronomie avec laquelle je ferai un peu depuis une petite dizaine d'années. Mais donc, pour revenir à la typographie en soi, oui, c'est aussi une passion. Et là, étonnamment, j'avais un grand-père, donc Maxime, qui était un excellent typographe de surcroît. Oui. On a vu pas mal de typographies, genre c'est lui qui avait fait la typographie pour le journal Le Peuple. Donc, il a fait non seulement ses bâtiments, mais aussi pour le journal. Et donc, il avait une facilité dans ce domaine-là qui est incroyable. Et alors, mon cousin Germain, donc, qui était aussi le petit-fils de Maxime, qui est Thierry Brinfo, est graphiste, lui, et c'est un excellent typographe. Du coup, il y a de réelles ramifications par rapport à nos ennemis. Oui. Alors, si vous voulez bien, venons-en à Julos et à l'exposition qui lui est consacrée. Je n'ai pas encore visité l'exposition. Qu'est-ce que cette exposition-là a évoqué de plus personnel ou de plus intime comme émotion pour vous lorsque vous l'avez visitée? Moi, ce qui me fait très plaisir ici, c'est le fait que Julos est repris dans son entier. C'est-à-dire que toutes les parcelles de Julos sont exposées, évidemment, ce n'est pas super étendu, mais il est exposé dans tous ses aspects et du coup d'une grande richesse. Car Julos a une mention tout à fait, je veux dire, universelle comme ça, une humanité universelle et toujours dans un sens poétique. On va pas parler de l'universalité du siècle des Lumières, mais plus une ouverture au monde absolu et toujours au travers de son filtre personnel expressif, sa poésie. Et j'aime beaucoup ça. Et là, Aline Oli et Frédéric Blondeau font un très joli travail de synthèse, on va dire, sur ces nombreuses facettes de Julos. Oui. Je suis en train de relire la plupart des chansons de Julos. Vous voyez derrière moi, j'ai le Julos chante pour vous. J'ai disposé Oui, je vois. quelques Il y a le livres petit de Segers Julos. aussi. Il y a le petit Segers Voilà, que j'aime beaucoup là. le livre de Segers qui est formidable, Oui, c'était quand même déjà en 1977, je crois, une oui, première consécration de Julos d'entrer dans cette collection-là. J'ai oui. le Une très sentiment belle collection. j'ai le sentiment, en relisant tous ces textes, qu'il est peut-être, et on le découvrira au fur et à mesure des années qui passent et où on n'a plus la chance de l'entendre chanter, on découvrira qu'il est un écrivain, un poète à part entière, indépendamment des spectacles qu'il donnait et de l'homme de scène. Il est aussi fondamentalement un écrivain. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on ne l'a jamais suffisamment reconnu sur cet aspect euh, du, des lettres, quoi, sous l'angle des lettres, comme quelqu'un, un homme de lettres à part entière. Lui ne s'est jamais réclamé d'une quelconque famille dans le champ de l'expression artistique. Mais en effet,
il est fort à supposer que dans la durée, le Julos des lettres, le Julos poète, le Julos écrivain, va ressortir très fort au travers de ces textes connus, existants, publiés, mais aussi au travers des textes qu'on est en train de découvrir dans ses carnets, dans ses enregistrements sur bande, etc. Je pense que Julos, c'est un peu un iceberg avec une partie, on va dire, hors de l'eau, une partie sous l'eau, qui est presque aussi importante, si pas plus importante, de ce qui est connu de lui. Et donc, sur le plan des lettres, je suis, comment dire, je serais heureux qu'on travaille considérablement, qu'on défriche un peu toute cette matière brute qui existe au travers de ces centaines, voire de ces centaines de carnets, de petites cassettes audio, de ces enregistrements vidéo, etc. C'était un preneur de notes invétéré. Il avait un appétit constant pour son stylo, pour son petit dictaphone. Et il a nourri des pages incroyables et des bandes magnétiques considérables. Voilà. Donc, on va essayer de faire ressortir tout ça. Et la fonction de la fondation, évidemment, ce sera de parvenir à rendre ça possible. Oui. Il existe donc une fondation qui gère aujourd'hui ce patrimoine dont vous nous parlez, qui doit être un patrimoine exceptionnel. Oui, je vois sous cet angle aussi sous certains angles, qui est essentiellement la scène de ces disques, et que le Julos, à proprement parler textuel, risque de ressortir considérablement dans la durée. Enfin, c'est mon souhait parce que le texte, c'est finalement ce qui reste le plus longtemps, quoi, ce qui reste avec le plus de force. Ce sont des textes, c'est une dimension précise, c'est un espace, c'est très étendu. Et dans le cas présent, je suis très sensible à cette dimension-là de Julos. Très bien. Boris Beaucarne, comme les conditions techniques ne sont pas idéales, je vous propose qu'on interrompe ici cet entretien, mais je me permets de m'inviter à le prolonger pour parler de cet aspect purement littéraire lors d'un prochain entretien que nous pourrions avoir, si vous le voulez bien, autour de la Fondation Julos Beaucarne et autour de toutes ces archives littéraires dont il est effectivement essentiel de pouvoir les valoriser, les donner à lire, les donner à connaître. Oui, ça se fait avec plaisir. Avec plaisir. Très bien. Merci Boris Beaucarne. Et alors à très bientôt pour ce rendez-vous que je note à l'encre indélébile. Très bien, très bien. Je veux voir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Merci, au plaisir d'un partage plus tard. Merci. Je vous remercie. C'est tout à fait réciproque. Merci à vous aussi et bonne exposition.